Face à la menace d'une catastrophe de cette ampleur, je pense qu'il y aurait un risque réel que des sectes ou des groupes fondamentalistes se forment pour saboter un tel projet. Vous entrez dans une zone réglementée. Veuillez vous arrêter. Dans la Bible et dans d'autres religions, on évoque les fléaux frappant périodiquement l'humanité tout au long de son histoire. Certains croiront qu'il s'agit de ce genre de catastrophe. Et il faudra se protéger contre ceux qui voudront saboter la mission. Le terrain de la cité du vaisseau est miné. Votre véhicule va être détruit. Selon un porte-parole du projet Horizon, les dégâts occasionnés par plus de 30 attaques terroristes ont entraîné de graves retards sur le programme, dont l'échéancier est déjà serré. Aujourd'hui, nouveau revers pour le projet Horizon. 45 scientifiques ont choisi de quitter la cité du vaisseau pour rejoindre un programme concurrent. Un autre engin d'évacuation a été développé en secret par un consortium détenu par de grosses fortunes qui ont décidé de quitter la planète par leurs propres moyens. Parallèlement à cet effort national pour construire une arche spatiale, il y aurait probablement une série d'arches construites par des particuliers. Après tout, c'est juste une affaire d'argent. Il est possible que des gens très riches comme Bill Gates ou Richard Branson, à la tête d'entreprises multimilliardaires, décident de s'associer pour essayer de construire leur propre vaisseau spatial. Nous reprenons notre conversation avec le technologue milliardaire William Jeffers. Une arche pleine de milliardaires n'est-elle pas une insulte à la survie de l'humanité? Écoutez, je ne vois pas les choses ainsi. Pourquoi le gouvernement devrait-il décider qui part dans l'espace? Cette évacuation va représenter une énorme entreprise. C'est grâce à l'argent de gens qui ont réussi qu'on va construire ce vaisseau, qu'on a baptisé Savior 1. Pourquoi ne partirait-il pas? On observe un développement croissant des entreprises privées dans le domaine spatial. La plupart des gens ne se doutent pas qu'une grande partie des fusées lancées chaque année n'appartiennent pas à la NASA. Une place à bord de vos vaisseaux coûte 500 millions de dollars. Si on considère le coût global du projet, c'est donné. Dès qu'on saura que notre système solaire est condamné, il faudra commencer à chercher une planète habitable dans d'autres systèmes solaires. On est convaincu qu'il existe d'autres planètes comme la nôtre. Il y a 20 ans, ce n'était qu'une réflexion philosophique. Aujourd'hui, on pense qu'il existe de nombreux endroits comme la Terre. Mais quand va-t-on les découvrir et à quelle distance se trouve le plus proche? Trouver une autre planète ne sera pas facile, mais on a déjà des télescopes dans l'espace qui recherchent des exoplanètes similaires à la Terre. Le plus prolifique actuellement est le télescope spatial Kepler. Kepler est un télescope spatial d'1 mètre situé dans le sillage de la Terre. Il observe 150 000 étoiles toutes les 6 secondes et cherche à détecter la légère baisse de luminosité d'une étoile lorsqu'une planète passe devant. Cette baisse de luminosité est en quelque sorte une mini-éclipse. De temps en temps, une planète passe entre nous et son étoile. Et ce faisant, elle masque une petite partie de la lumière émise par cette étoile. Et si on la surveille, on constate une variation de son éclat, ce qui indique la présence d'une planète. Kepler a détecté 2000 planètes candidates, de taille égale ou inférieure à la Terre. Ça représente beaucoup de terres d'accueil possibles, mais le problème, c'est qu'elles sont très loin.
Les cibles du télescope Kepler se trouvent à 1000, voire 1500 années-lumière. C'est l'occasion pour nous de faire de belles découvertes, mais ce n'est pas ainsi qu'on trouvera un endroit relativement proche où on pourrait s'installer. Trouver une planète proche est essentiel. Plus on passera de temps dans un vaisseau, plus on risquera d'avoir des problèmes et plus la survie de l'espèce sera menacée. Bien sûr, l'idéal, ce serait de trouver un monde comparable à la Terre qui soit ni trop près ni trop loin d'une étoile. La zone idéale, c'est la région autour d'une étoile où la température permet la présence d'eau liquide à la surface d'une planète. L'eau liquide a un rôle déterminant en biologie. Elle est essentielle à la chimie de la vie. Le deuxième élément majeur, c'est la composition de l'atmosphère. D'après ce qu'on observe sur Terre, si on détectait des molécules d'oxygène et de méthane dans l'atmosphère d'une planète, ce serait un indice en faveur de la présence d'une forme de vie. Car ces deux molécules combinées ensemble sont très réactives et ne survivent pas longtemps à moins d'être régénérées. Et sur Terre, ce qui régénère ces molécules, ce sont les organismes. Même si on découvre une planète qui se trouve dans la zone d'habitabilité de son étoile, qui est à la bonne température et qui a la bonne gravité, peut-être même une riche biosphère, il restera de nombreux inconnus, des éléments potentiellement mortels. Prenez par exemple la vitesse du vent. Nous, les humains, pouvons à peine supporter des vents de 80 km/h. Sur certaines planètes, il pourrait y avoir des vents permanents de plus de 300 km/h. Imaginez qu'on arrive là-bas et qu'on découvre qu'on s'est trompé dans nos calculs, que la planète qu'on avait crue accueillante présente des caractéristiques chimiques ou d'étranges phénomènes volcaniques qui la rendent inhabitable. Personnellement, j'aurais peur qu'on atterrisse sur la planète et qu'on découvre la présence de gaz toxiques. Ce n'est pas possible de connaître en détail la composition de l'atmosphère avant d'aller sur place. Le mieux qu'on puisse faire à distance, c'est formuler des hypothèses éclairées. Telle ou telle planète pourrait ou ne pourrait pas abriter la vie, offre ou n'offre pas un environnement favorable. À un moment donné, il va falloir faire un pari, un énorme pari. On valide ? Avez-vous des réserves à émettre au sujet de cette recommandation ? On va devoir faire confiance à nos instruments, à nos calculs, choisir la destination et partir. C'est de loin notre meilleure chance. Dans cette situation, on n'aura pas le temps de revenir sur notre décision. La race humaine ne peut pas disparaître parce qu'on aura été incapable de trancher. C'est jour de fête à la Cité du Vaisseau. Les chercheurs ont trouvé la prochaine terre d'accueil de l'humanité. Cette planète est dotée d'une atmosphère contenant de l'oxygène et pourrait même abriter des formes de vie végétale. Son étoile, l'étoile de Barnard, se trouve à un peu moins de 6 années-lumière de la Terre. D'après nos calculs, il faudra entre 80 et 100 ans pour l'atteindre. Cette planète a pour nom Barnard C352, mais les chercheurs l'ont déjà rebaptisée Terre 2. Quand l'étoile à neutrons pénétrera dans notre système solaire, toute la matière, les bouts de roche, les astéroïdes et les comètes présents dans le système solaire seront attirés par cet objet. Et quand ils viendront heurter sa surface, ce sera comme si on faisait éclater des bombes atomiques. Cet objet va commencer à absorber le rayonnement. Il va tout brûler sur son passage. Quand cette étoile à neutrons va s'approcher de la Terre, le rayonnement qu'elle émet risque de percer l'atmosphère terrestre, de faire un trou dans notre atmosphère. Et si on se trouve à l'endroit où le rayon venant de l'étoile à neutrons balaie la planète, alors là, il ne restera plus qu'à prier. Quand l'étoile va s'approcher,
son rayonnement va commencer à affecter l'atmosphère de la Terre. En gros, l'étoile va faire des trous dans notre atmosphère et les rayonnements nocifs provenant de l'espace ne seront plus filtrés. Pour survivre à cet épisode, il faudra se réfugier dans un abri, enterré le plus profondément possible. Quand l'étoile va s'approcher et que les catastrophes vont se multiplier, il y aura un accroissement des disparités en termes de qualité de vie entre les habitants des pays industrialisés et le reste de la population mondiale, à qui personne ne va fournir les abris et les vivres nécessaires pour surmonter cette épreuve. Hier, le rayonnement de l'étoile à neutrons a bombardé l'hémisphère nord, faisant des millions de morts. D'après les experts, les effets d'une exposition directe seraient pires que ceux produits par la bombe d'Hiroshima. La perte de récolte et de bétail pourrait conduire à des pénuries alimentaires mondiales. Pour de nombreux sceptiques, c'est la preuve que la Terre est réellement en train de mourir. Malgré cette pluie de rayons, on ne pourra pas se permettre de ralentir ne serait-ce qu'un instant l'effort de construction du vaisseau, car la survie de notre espèce en dépendra. La plupart des gens n'imaginent pas qu'on puisse lancer et mettre une fusée en orbite autrement qu'en un seul morceau. Pourtant, ça ne peut pas fonctionner avec un engin aussi gros. Heureusement, il y a d'autres façons de faire. C'est bien plus logique de fabriquer séparément les différents éléments, de les envoyer dans l'espace et de les assembler sur place. Au sol, vous êtes tributaire de la météo. Vous avez la gravité terrestre. Quand vous envoyez votre fusée dans l'espace, vous traversez l'atmosphère. Vous avez la pression atmosphérique, la dynamique du vent, autant de forces qui s'exercent sur la fusée. Quand on arrive dans l'espace, où il n'y a pas de météo, ni de gravité terrestre, il n'y a plus besoin que l'engin fasse un tel poids. On ne perd plus son temps à l'adapter aux deux environnements, l'atmosphère qu'il traverse et l'espace. Le seul impératif est de le maintenir dans l'espace. L'idée de construire un engin aussi complexe et aussi énorme dans l'espace peut sembler un peu folle. Pourtant, on l'a déjà fait. On a pris des modules et des composants fabriqués aux États-Unis, en Russie, au Japon, en Europe. On les a lancés avec différents types de fusées. On les a mis sur la même orbite et on les a assemblés morceau par morceau pour former la Station spatiale internationale qui est toujours en place à l'heure actuelle. La station nous a permis d'acquérir le savoir-faire nécessaire pour assembler des structures en orbite. C'est un défi, ça c'est certain. On l'a déjà fait une fois, mais pas à cette échelle. On ne pourra probablement pas tout construire à la cité du vaisseau. On va devoir répartir les tâches à travers toute la planète, créer une sorte de chaîne de montage géante. C'est notre seule chance de tenir les délais. Ceci est l'une des 63 usines qui fabriquent des pièces pour la Grande Arche. Et il ne s'agit pas seulement de quelques centaines de pièces. 23 d'entre elles sont implantées ici, en Chine. C'est de millions de pièces dont on parle.
Mais même à l'heure actuelle, des pays sont capables de les produire. Les États-Unis, la Russie, le Japon, l'Europe, l'Inde, toutes les nations spatiales. Elles seront mises sur orbite et assemblées dans l'espace. Le plus gros challenge, ce sera l'ingénierie des systèmes, gérer la logistique et rassembler tous les morceaux du puzzle. Un projet d'une telle portée et d'une telle envergure va nécessiter le recours à de nombreuses installations de production au sol, dans de nombreux pays. Ils vont devoir utiliser différents outillages et différents processus d'ingénierie et s'assurer qu'une fois dans l'espace, la pièce A s'emboîtera bien dans la pièce B et que tout fonctionnera correctement. Le pire, ce serait de découvrir une fois dans l'espace que les pièces ne se raccordent pas parfaitement. Mettre sur orbite toutes les pièces du vaisseau sera un défi, mais c'est faisable. De nos jours, on construit des fusées capables d'emporter jusqu'à 130 tonnes et de les placer en orbite terrestre basse. Ce qui signifie qu'à chaque voyage, on peut emporter des bouts énormes. Une fois qu'on aura réussi à mettre ces pièces sur orbite, le vrai travail ne fera que commencer. Là-haut, dans l'espace, on devra relever toutes sortes de défis qui rendront l'opération périlleuse du début à la fin. Dernier rapport de la cité du vaisseau. Malgré de récents contretemps, les projections indiquent que l'arche pourrait bien être achevée à temps. Avec plus de 150 lancements par semaine, le projet Horizon a envoyé au vaisseau géant plus de 4000 tonnes de fournitures, d'instruments et de pièces. Long de 25 km et large de plus de 3 km, le vaisseau nécessite encore des millions de tonnes de terre et des dizaines de millions de litres d'eau. Et toutes ces réserves doivent être emportées en orbite à 420 km de la Terre. Envoyer les sections de vaisseaux dans l'espace, c'est la partie facile. On l'a déjà fait. Mais même avec la technologie robotique la plus avancée, l'assemblage de ces sections pour former un vaisseau va nécessiter une coordination des ressources humaines à grande échelle. Le plus dur, ce sera la coordination et l'assemblage dans l'espace. Je ne pense pas qu'on sera capable d'assembler notre vaisseau uniquement grâce à des robots, sans intervention humaine. C'est fabuleux. Il n'y a rien de tel que la pesanteur. Les robots peuvent faire beaucoup de choses, mais parfois l'intervention de l'homme est nécessaire. Il faudra probablement que des astronautes en combinaison spatiale soient 24 heures sur 24 à l'extérieur du vaisseau pour surveiller la construction, effectuer les réparations et la maintenance tout au long du projet. Et ça peut être très dangereux, sachant que des débris spatiaux volent à grande vitesse autour de la Terre. Dans l'histoire de l'exploration spatiale, on n'a pas été aussi soigneux avec nos vaisseaux qu'on aurait dû l'être. Largage réussi des boosters. Tout se présente bien. Certaines fusées ont explosé, éparpillant des centaines de débris dans l'espace. Il y a eu des lancements ratés, et même des fusées qui se sont percutées et qui ont éclaté en centaines, voire en milliers de morceaux. Et ce problème risque de s'aggraver avec la construction du vaisseau.
Si on effectue 1000 fois plus de lancements pendant plusieurs années, il y aura plein d'étages de fusées volant à grande vitesse. Ces débris en orbite se déplacent à environ 8, 9, voire 11 km/s, soit plus vite qu'un projectile. Ils provoqueraient des dégâts considérables en cas de choc. Pendant la construction du vaisseau, on devra surveiller les débris spatiaux, des bouts de tôle qui viennent de toutes les directions. Il faudra trouver des moyens d'empêcher ces débris de percuter et d'endommager nos équipements, car ça constituerait un important facteur d'échec. Jusque-là, on a subi les effets secondaires de l'étoile à neutrons, les radiations, les projectiles. Mais l'étoile s'approche des confins de notre système solaire. C'est le début de la fin. L'étoile pourrait modifier notre orbite et la rendre plus elliptique, ce qui signifie que le rythme des saisons serait bouleversé. Aujourd'hui encore, la météo sera extrême. Los Angeles sera touché par un nouvel épisode de froid. Le thermomètre descendra à moins 46 degrés. Il y aura des différences très marquées entre l'été et l'hiver. Ça atteindra un niveau qu'on n'aura jamais avec le réchauffement climatique et les changements actuels. Une vague de chaleur est attendue sur le Manitoba, avec des températures frisant les 60 degrés. Ouvrez vos réserves d'eau et abritez-vous au sous-sol aux heures les plus chaudes. Coupé. C'est dans la nature de l'homme de lutter pour sa survie. Il y aura sûrement d'autres groupes de personnes qui construiront leurs propres vaisseaux pour assurer leur survie. Et certains de ces petits groupes nous devanceront peut-être. Dans moins de 20 minutes, le vaisseau d'évacuation Savior 1, créé par feu le milliardaire Bill Jeffers Sr., sera lancé. La liste des 512 passagers ressemble au bottin des personnes les plus riches et les plus célèbres du monde. Ils voyageront aux côtés de 72 scientifiques et ingénieurs accompagnés de leurs familles qui ont gagné leur place à bord en participant à la construction. Nous sommes en liaison avec le poste de pilotage depuis lequel Bill Jeffers Jr., l'un des copilotes, nous a accordé une interview exclusive lors de la phase de préparation. Monsieur Jeffers, c'est un moment exaltant pour nous tous. Absolument. Mon père a réussi le tour de force de trouver l'argent et on a développé le tout premier moteur à antimatière que tout le monde jugeait trop dangereux. De la part de toutes les personnes à bord, je voudrais dire qu'il suffit d'y croire pour accomplir l'impossible. Savior 1, j'attends votre feu vert pour le compte à rebours et la mise à feu. Début de la séquence automatique. Compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Échec de la mise à feu. Je répète, échec de la mise à feu. Défaillance moteur. Lancement interrompu. Je répète, lancement interrompu. Que tous les passagers et les membres d'équipage se préparent à évacuer d'urgence. Une nouvelle vient de nous parvenir du site de lancement de Savior 1. Il y a environ 5 minutes, précisément à l'heure prévue de lancement, une terrible explosion s'est produite. Pour ses détracteurs, l'ambitieux système de propulsion à antimatière de Savior 1 était une véritable bombe à retardement.
Quand on stocke de l'antimatière, il ne faut pas oublier qu'elle ne doit pas rentrer en contact avec la matière. Il faut donc pomper tout l'air présent dans le conteneur et créer un champ magnétique à l'intérieur afin d'empêcher ces particules chargées d'entrer en contact avec les parois. Une erreur de stockage et tout explose. Les données télémétriques continuent d'arriver et l'enquête se poursuit. Mais il semble que la chambre de combustion ait été correctement alimentée pour le lancement. Le problème est survenu lorsque la première tentative de mise à feu a échoué. L'ordinateur de bord a envoyé une deuxième charge d'antimatière. Il y avait donc une double charge dans la chambre. Et quand la mise à feu a eu lieu, le dispositif de confinement n'a pas tenu le choc. L'étanchéité n'étant plus assurée, de l'air s'est introduit dans la chambre de combustion. Tout le monde connaît la suite. À ce stade, notre histoire, nos arts, notre science, notre existence même, tout repose sur ces quelques hommes qui préparent un vaisseau censé nous servir d'habitation pendant un siècle. Et il ne reste que quelques années pour tout finir. Ce vaisseau doit subvenir aux besoins de l'ensemble des survivants de la race humaine. Il doit donc emporter tout ce dont ils auront besoin pendant des dizaines d'années, tout au long de leur voyage. De l'air, de l'eau, de la nourriture. Sans ces trois choses, on n'y arrivera pas. Point barre. Mais heureusement, l'air et l'eau, c'est quasiment la même chose, scientifiquement parlant. On peut facilement fabriquer de l'oxygène en faisant passer un courant électrique dans l'eau. C'est en gros ce que font les organismes quand ils produisent de l'oxygène par le biais de la photosynthèse. Et si vous avez une centrale nucléaire à bord du vaisseau, vous pouvez produire de l'électricité pendant très longtemps en toute sécurité et effectuer une hydrolyse de l'eau pour produire de l'oxygène. Donc on peut respirer et on a de l'eau. Passons maintenant aux réserves de nourriture. Aussi banal que ça puisse paraître, on n'a encore jamais produit autant de nourriture dans l'espace. Et tous les hommes, les femmes et les enfants à bord du vaisseau risquent de mourir si on n'y arrive pas. Comment nourrir 250 000 personnes pendant toute cette période? On ne peut certainement pas emporter toute la nourriture avec nous. On ne peut pas emporter dans l'espace des millions de boîtes de conserve et des tonnes de hamburgers surgelés, c'est impossible. On ne peut pas avoir de stock de nourriture qui s'épuise au fil du temps. Il faut qu'il puisse s'auto-régénérer sans qu'on ait à recourir à des réserves extérieures. On ne mangera pas de viande dans l'espace, pas de steak. On aura juste droit à des aliments qui ont un goût de viande. Pourquoi? Tout simplement car lorsqu'on transforme des substances végétales en matière carnée, l'efficacité n'est que de 10%. En d'autres termes, pour produire 1 kg de viande, il faut que la vache broute environ 10 kg d'herbe. Si vous avez vraiment envie de protéines animales, vous pourrez manger des vers ou des cafards. Les insectes sont depuis longtemps une source de protéines pour l'homme. L'idée, ce serait de développer une forme d'agriculture. Mais qui sait? Peut-être finira-t-on par aimer les insectes et ce genre de choses. On devra envisager de faire pousser des cultures. Il faudra mettre au point de nouvelles plantes capables de résister aux sources de rayonnement qu'on trouvera certainement dans l'espace. On devra élaborer de nouvelles semences capables de pousser en microgravité. Cultiver du maïs dans l'espace, ce n'est pas possible. On cultivera des algues. On mangera des crackers à la chlorella, de fines crêpes vertes, qui auront au mieux le goût d'épinards séchés. Les bons jours. On aura de grands espaces dévolus aux cultures. Et on verra sûrement apparaître un environnement et des conditions météo particulières au sein du véhicule. Peut-être même de la pluie. On ne peut pas prédire ce qui se passera au cours de ces 60 à 80 années de voyage. Toutes ces technologies devront être testées sur Terre.
La question de l'alimentation soulève la nécessité d'embarquer quelques milliards de passagers en plus. Je parle ici de bactéries. Dans l'espace, il faudrait prendre un complément de microbes. C'est absolument essentiel à notre survie. Les micro-organismes représentent près de 3 kilos en moyenne chez l'homme adulte. Sans bactéries, on ne serait même pas capable d'accomplir des fonctions simples comme de digérer la nourriture. Ces organismes sont apparus il y a plus de 2,5 milliards d'années à la surface de la Terre. Et ce sont eux qui ont rendu la planète habitable pour tous les autres êtres vivants. Le gros avantage des bactéries, c'est qu'elles supportent bien les voyages. Emporter des bactéries dans l'espace, c'est facile. On peut les placer dans de petites éprouvettes et les stocker dans de l'azote liquide ou tout autre liquide très froid. C'est comme de stocker du sperme dans une banque de sperme. Il ne faut pas oublier que tous ces programmes vont devoir être menés en parallèle. Construire le vaisseau, choisir une destination, résoudre les problèmes d'approvisionnement, trouver un moyen de nourrir ceux qui partent. Il faudra tout faire en même temps, sinon le projet échouera. L'étoile à neutrons ne nous donnera pas plus de temps. La fin approchant, on va commencer à observer des signes laissant présager notre destinée. Quand l'étoile à neutrons atteindra les planètes extérieures de notre système solaire, c'est là que le feu d'artifice va commencer. Ça commence. Regardez. L'anneau F va disparaître en premier, ensuite ce sera l'anneau A, puis la division de Cassini. Elle a disparu. Et on est les suivants. À présent, le seul espoir de l'humanité repose sur l'arche spatiale du projet Horizon. Les navettes transporteront les évacués jusqu'au vaisseau en orbite. On a nos dizaines de milliers d'individus, on a leur nourriture, leur eau, leur oxygène. À ce stade, je pense qu'on sera pressé de monter à bord du vaisseau et de quitter la planète. Ce sera un défi intéressant que de maintenir un état d'esprit positif chez ceux qui partent, surtout au début. Aujourd'hui, après 6 mois d'entraînement technique et physique, les hommes et les femmes qui ont été choisis pour quitter la planète se préparent à évacuer la Terre. Il est temps pour eux de dire adieu aux amis et aux proches qu'ils s'apprêtent à laisser derrière eux. Les gens qui vont partir vont probablement souffrir de dépression quand ils réaliseront que leur monde a été détruit. Ils laisseront derrière eux des amis, des proches, des lieux qu'ils ne reverront jamais, et tout le monde va en souffrir. On fait partie des 1000 familles où tout le monde part. Comment refuser? On n'a pas d'autre choix. Une fois qu'ils auront franchi ces portes, ils effectueront les formalités d'embarquement et passeront un dernier examen médical avant de rejoindre l'une des 100 navettes qui les emmènera jusqu'à l'Arche. Pour la première fois, des hommes quitteront leur planète. Ils voyageront pendant 60, 80, voire une centaine d'années dans un grand vaisseau avec 250 000 personnes à bord. Certains auront laissé derrière eux des membres de leur famille, les endroits où ils auront grandi. Je pense qu'il est très important qu'on maintienne une structure familiale au cours de ce voyage, qu'on permette aux individus de se créer un chez-soi. L'équipe de pilotage de l'Arche est déjà à bord depuis des semaines, attendant les passagers qui s'acclimateront pendant 6 à 18 mois avant le départ du vaisseau.
Si on réussit, l'Arche sera la plus belle merveille que les hommes aient jamais créée. La dernière merveille à être créée sur la Terre. On part du principe que les gens vont bien se comporter, mais il faudra veiller à ce qu'il y ait des lois, des règles, une structure. Ce qui m'inquiète le plus, c'est la cohésion sociale du groupe. Les gens resteront-ils motivés? Ou vont-ils se rebeller et essayer de se lancer dans autre chose, de détourner le vaisseau, d'abandonner? Faire en sorte qu'ils restent tournés vers leur objectif tout le long du projet, qu'ils ne forment pas de faction à bord du vaisseau, qu'ils ne se tuent pas. Voilà ce à quoi il faudra veiller, comme dans une ville ou entre pays voisins. On aura des individus venant de multiples pays. Et qui sait si les haines et les problèmes qu'on a ici sur Terre ne ressurgiront pas au cours du voyage. Il faudra tout faire pour éviter l'apparition de clans ou de groupes d'individus qui se séparent du reste de la population. Pensez aux petits clans qui se forment au collège ou au lycée. Il faudra vraiment veiller à minimiser l'importance de ces clans, de ces sous-groupes pendant le voyage. Il faudrait bien évidemment un gouvernement. Quelle loi s'applique à bord? Est-ce la Constitution des États-Unis? Celle de l'ONU? Quel type de structure politique aurait-on à bord? Une démocratie est-elle souhaitable? C'est une question très intéressante car on ne veut certes pas d'un dictateur qui impose sa loi et qui, une fois parvenu à destination, devient le dirigeant de la planète. Mais en même temps, on a besoin d'une structure militaire qui fasse en sorte que les ordres soient exécutés. Les responsables prennent des décisions très difficiles de façon quasi militaire et si on a un régime démocratique, peut-être se verront-ils relevés de leurs fonctions, ce qui pourrait compromettre le succès de la mission. Il y a bien sûr le risque que la mission sombre dans le chaos. Mais si on a été capable de construire un vaisseau, de sélectionner les personnes qui monteront à bord, il y a des chances que ces personnes trouvent des façons équitables de gérer les problèmes de la vie à bord. Le plus important, c'est de faire partir et d'envoyer dans l'espace suffisamment d'êtres humains pour assurer la survie de l'espèce. Quand l'étoile à neutrons s'approchera de la Terre, il se produira deux choses. Le noyau interne et la croûte terrestre commenceront à chauffer puis à fondre. Ça provoquera des tremblements de terre d'une ampleur inégalée. Ensuite, le champ gravitationnel de l'étoile à neutrons commencera à déchirer notre planète.
Une fois que l'atmosphère, les océans et la croûte terrestre seront perturbés, les gens vont rapidement mourir. Puis la croûte terrestre va probablement se désagréger. L'intérieur de la planète va se répandre dans le vide spatial. Au moment où l'étoile à neutrons déchiquettera la Terre, tout le monde sera déjà mort, à cause des radiations, des éruptions volcaniques ou autres. Il n'y aura personne pour assister à cet événement, à part bien sûr les passagers de l'Arche. Les débris provenant de la Terre peuvent finir de différentes manières. Ils peuvent s'abattre sur l'étoile à neutrons et provoquer de gigantesques explosions. Ils peuvent également entrer en orbite autour de l'étoile à neutrons et former un anneau. Notre planète deviendrait alors un système d'anneaux. Qui restera-t-il à l'arrivée? Actuellement, l'espérance de vie est d'environ 70 ans. Donc le temps qu'on atteigne la planète lointaine qu'on a choisie pour destination, il y a des chances que la plupart des gens sélectionnés pour monter à bord ne soient plus là. Ceux qui avaient 50 ou 60 ans quand le voyage a commencé n'y survivront pas. Ne resteront probablement que les plus jeunes. On imagine l'émotion qu'ils ressentiront. Ce sera la fin d'un long voyage, ils auront réussi, et pourtant, l'aventure ne fera que commencer. Imaginez le flot d'émotions qui va submerger ces gens la première fois qu'ils vont voir la surface de cette planète. Et il leur faudra accomplir une tâche encore plus ardue, se poser sur cette planète et reconstruire la civilisation humaine dans un nouveau monde. Pour beaucoup de gens, construire une arche interstellaire et évacuer la planète est une perte de temps. Je ne suis pas sûr qu'on mette beaucoup d'énergie dans ce genre de projet, à moins d'être directement menacé. Mais ça vaut la peine d'y réfléchir, car dans le futur, on cherchera tôt ou tard à quitter la planète. Espérons que ce ne soit pas à cause d'une catastrophe. Ça paraît complètement fou. C'est digne d'un scénario de science-fiction. La fin du monde, pas d'espoir de retour. Il faut évacuer la Terre. Et pourtant, on ne peut pas dire que ça n'arrivera jamais. Ça soulève également une réflexion intéressante. Notre espèce s'étendra-t-elle un jour au-delà des confins de la planète qui nous a donné naissance? Si on regarde l'évolution sur la Terre, bien souvent les grandes migrations et l'extension de certaines espèces ont été provoquées par un désastre qui a contraint ces espèces à aller ailleurs. Peut-être vivrons-nous la même chose. Peut-être un événement comme celui-ci, aussi dévastateur soit-il, sera-t-il l'assurance que notre espèce se perpétuera en se propageant dans l'univers.